financier, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement, c'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Et de toute façon, la France est dans une situation compliquée depuis la dissolution parce qu'on a très peu de marge de manœuvre. Il faut quand même le rappeler, 71% des Français trouvent qu'on paye déjà trop d'impôts, alors qu'il y en a uniquement 50% d'entre eux qui en paient. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la capacité du gouvernement, notamment à recouvrer un impôt et à augmenter les impôts de manière supplémentaire, ne seront pas acceptés, ou en tout cas, il est possible que le gouvernement perde encore des points dans les sondages si par cas il décide de le faire. Donc il vous reste plus que deux solutions. Comme l'a rappelé Éric Lombard, il reste l'option de la croissance. Or, le contexte international et national laisse présager quand même que la croissance mondiale sera faible en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et de la même manière, de toute façon, la croissance mondiale ne sera pas tirée vers le haut en regard des incertitudes que l'on connaît sur la guerre en Ukraine, le Proche-Orient, etc. Il reste un dernier point. Maintenant, c'est au niveau de la situation nationale. Or, le problème du gouvernement, c'est qu'il n'a pas de majorité parlementaire depuis un an. C'est-à-dire qu'il doit trouver, entre guillemets, des accords pour essayer de faire passer des textes. Or, la difficulté qu'il a là maintenant, c'est que soit il passe un accord avec le PS, soit il passe un accord avec le RN. On imagine mal le PS accepter une baisse brutale des dépenses publiques, des suppressions d'autorités administratives, etc. Donc, il ne reste plus qu'à François Bayrou et Éric Lombard, s'ils privilégient les baisses de dépenses publiques, de passer un accord avec le RN. Mais il faut quand même rappeler qu'ils sont passés un accord avec le PS il y a moins de 2 mois en disant qu'il fallait faire barrage au Rassemblement national. Virginie Martin, Ipsos pour la Tribune dimanche de ce matin. À la question « Quel jugement portez-vous à l'action de François Bayrou ?» 67% ont une opinion défavorable, moins 3 points en un mois. Comment on l'explique? On lui reproche l'inertie du gouvernement? Il y a plusieurs choses qui sont jugées contre François Bayrou. Le premier, c'est que François Bayrou correspond certes à l'idéologie du macronisme, parce que c'est lui qui l'a théorisé avant même qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir pour prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Le problème, c'est qu'il a oublié un point important, c'est que Macron s'est fait élire en opposition par rapport à l'inaction de François Hollande. Et le problème de François Bayrou, c'est que dans la situation actuelle, en fait, il est plus là pour rester à son poste et donc pas prendre de risques, éviter un risque de censure du PS, éviter un risque de censure du Rassemblement national, plutôt que de bouger et de lancer une grande action publique. Et je pense que c'est ça qui le coûte, parce que lorsque vous regardez l'enquête d'opinion précisément, l'endroit où il perd le plus de points, c'est auprès des sympathisants Renaissance, Horizon, Modem. Donc c'est auprès de son propre électorat. Qu'est-ce qu'il lui reproche ? D'une part, je pense qu'il y a un peu une partie des affaires, parce qu'en fait, on considère qu'on parle plus de bêta-rame que des quotidiens des Français, et les Français détestent qu'on parle davantage des politiques que d'eux-mêmes, dans la mesure où 84% des Français estiment que les politiques agissent davantage dans leur intérêt que celui des Français. Et autre point, c'est que François Bayrou a été mis là pour déverrouiller l'action publique, notamment par rapport à son prédécesseur Michel Barnier. Or, sur les différents chantiers, on voit que davantage Bayrou recule plutôt qu'il est en progression. Sur l'Algérie, en raison de Boualem-Sansal, il va reculer, ou en tout cas, il est en train de reculer. Sur les OQTF, il recule également, en tout cas sur les différentes lois immigration, après avoir parlé de submersion migratoire. Il est plutôt là en train de tâtonner et en train d'essayer de garder le PS avec lui. Sur la question des déficits publics, Laurent Wauquiez lui avait proposé de supprimer les agences administratives qui représentent 80 milliards d'euros et qui représentent 400 000 emplois. Il ne bougera pas en raison également du Parti socialiste. Et puis dernier point, je pense qu'il lui coûte beaucoup, c'est la question du voile. Parce qu'en fait, auprès des électeurs macronistes, si au départ les électeurs macronistes de 2017 étaient... Le port du voile dans le sport. Le port du voile dans le sport, en fait, c'est surtout ça, parce qu'en fait, au départ, initialement, les électeurs d'Emmanuel Macron venaient plutôt du centre-gauche, et depuis 2022, ils viennent plutôt du centre-droit, donc ils sont très durs sur les questions de laïcité, notamment après Samuel Paty, etc. Et ils voient auprès de François Bayrou une nouvelle annonce pour ensuite reculer, et je pense que c'est ça qui lui coûte cher auprès de son propre électorat. Oui, justement, Virginie Martin, on le voit dans ce sondage, il perd Libération sur des bijoux qu'elle n'aurait pas déclarés. Oui, Rachida Dati, c'est un personnage emblématique de la Sarkozy. Et la Sarkozy avait été marquée à la fois par une certaine figure d'ordre et d'autorité, mais également par les affaires au regard de l'actualité qu'on connaît dernièrement. Et Rachida Dati était une bébé Sarko, elle a été au cabinet de Nicolas Sarkozy, donc elle était forcément sur ce même style de pensée. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont coupables ou quoi que ce soit d'un point de vue légal, mais c'est-à-dire qu'en fait, leur opinion de moralité est parfaitement en adéquation avec une partie du spectre politique. Ça, je pense que ça, c'est un des sujets. L'autre sujet sur votre question sur pourquoi est-ce que Rachida Dati est populaire malgré tout, c'est qu'en fait, moi je pense un peu sur la lignée des deux autres, c'est qu'en fait, Rachida Dati s'incarne en rupture avec les différents ministres de la culture. C'est-à-dire qu'on a connu une époque de la culture qui était symbolisée par l'ère Jacques Lang. Qu'est-ce que c'est que l'ère Jacques Lang? C'est une augmentation constante des budgets de la culture et une certaine idée de la culture. Rachida Dati arrive, elle casse le cocotier, elle fait à peu près l'inverse de ce qui avait été fait précédemment. Et pour revenir sur Retailleau et sur Darmanin, moi je pense que le sujet sur pourquoi est-ce qu'ils sont populaires, d'une part parce qu'ils correspondent à une attente des Français qui demandent davantage d'ordre, de sécurité et de justice. Et l'autre point aussi, c'est qu'ils s'inscrivent en rupture avec leurs prédécesseurs. Darmanin s'inscrit en rupture avec
Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire qu'il incarne davantage une ligne de fermeté, d'ordre, de mettre les délinquants en prison, plutôt que d'aller sur la ligne de Dupond-Moretti qui était basée davantage sur la réinsertion et sur ce qu'on appelle, ce que Darmanin dénonce comme la culture de l'excuse. De la même manière, Bruno Retailleau est beaucoup plus ferme sur les sujets de sécurité, sur les sujets migratoires et doit changer le cocotier. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils sont populaires, c'est parce qu'ils veulent rompre avec ce qui s'était passé dernièrement. Quand vous regardez l'évolution des budgets, il y a un chiffre qui est marquant. Sur 100 € de budget, vous avez 5,4 € qui vont à l'armée, la justice, l'intérieur et toutes les missions régaliennes. Et vous avez 45 € qui vont sur les budgets sociaux. Et je pense que les Français ne sont pas contre le modèle social, mais ils pensent que plus d'argent doit aller dans la sécurité, la justice et les armées pour nous défendre. Alors, dans ce sondage... je ne sais pas si c'est ça le sujet, parce qu'en fait, quand vous regardez les enquêtes, on pourrait revenir sur l'historique du RN, mais en fait, ils sont à peu près 2 tiers à droite et 1 tiers non affiliés, parce que c'est un parti qui est un peu attrape-tout. Sur le sujet que vous posiez sur pourquoi est-ce que Wauquiez fait ça, un des commentaires, c'était une question de notoriété. Je ne sais pas si c'est vraiment une affaire de notoriété, parce que je pense que toutes les personnes qui vont voter au Congrès connaissent Laurent Wauquiez. Donc ça, ce n'est pas son sujet, la notoriété. Son sujet à lui, c'est de trouver un angle de bataille face à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur en poste. Laurent Wauquiez, quand vous regardez l'interview, parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il explique ça, il veut essayer d'être candidat à la présidentielle sur la question de l'impuissance publique, avec une chose qu'il écrit en fait dedans. On peut voter pour un parti de gauche, et ben en fait les idées de gauche ne seront pas appliquées. Vous pouvez voter pour un parti de droite, on n'arrivera pas à bouger sur l'immigration, la sécurité, les OQTF, etc. Donc ce que lui dit, c'est que le sujet essentiel, c'est non pas la gauche ou la droite, mais c'est la question de l'impuissance publique. Et donc pour combattre l'impuissance publique, il faut déverrouiller l'action publique. Il parle des autorités administratives, il parle des juges, et il dit surtout qu'en fait il va y avoir des idées iconoclastes. Pourquoi ? Parce qu'en fait les idées qu'on a répétées depuis 10, 20, 30 ans ne vont pas permettre de résoudre une situation qu'on a déjà exposée. C'est pas avec les solutions d'il y a 20, 30 ans, on est à la 25e loi immigration, si je ne me trompe pas, qu'on va répondre aux problèmes migratoires. Et c'est un peu ça qu'il dit. Autre point qui est important, et je pense que c'est pour ça qu'il attaque, c'est qu'il dit, moi, comme président de groupe parlementaire, je propose une solution clé en main pour que Retailleau applique immédiatement les OQTF. On a actuellement la visite de Bruno Retailleau au Maroc et peut-être qu'il aura le sujet sur l'Algérie. Il y aura 60 personnes qui vont bientôt être libérées et qui sont dangereuses. Bruno Retailleau, je pense que c'est ça le piège qu'il lui donne. Est-ce que vous les libérez sur le territoire métropolitain ou est-ce que vous les envoyez à Saint-Pierre-ou-Miquelon ? Vous m'amenez parfaitement sur la suite parce que je voulais effectivement qu'on en parle. Cette visite de Bruno Retailleau qui part dans une vision judiciaire. La France est dans une situation qui est compliquée. Premièrement, quand vous regardez cette affaire, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement ? S'ils le relâchent et que la personne est véritablement coupable, ça posera une question sur la question de la souveraineté territoriale. On imagine mal la France accepter qu'un agent étranger puisse kidnapper un opposant sur son propre territoire, à moins de se coucher complètement, et ça serait fini notre crédibilité, notamment en termes de protection des réfugiés et des réfugiés politiques. L'autre point aussi, c'est que ça interroge sur la question de la réponse par rapport à l'Algérie. Est-ce qu'il faut faire ce que recommandent Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire rétablir les liens avec Tebboune, ou est-ce qu'il faut justement, et Retailleau va en profiter, pour en fait revenir à la riposte graduée en disant qu'à chaque fois que vous avez été accommodant avec l'Algérie, finalement, en retour, ils ne nous l'ont jamais rendu. Donc, je pense que Bruno Retailleau pourrait plaider justement avec cette affaire-là, plus le fait que Boualem Sansal a fait appel, donc c'est possible qu'il ne soit pas gracié tant qu'il ne soit pas condamné, jusqu'au bout, en fait, tant qu'il n'y a pas autorité de faux juger, qui plaide justement pour un retour de la riposte graduée, ou en tout cas de relations plus dures, notamment pour en fait attaquer directement l'Algérie. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue interne, sur le congrès des LR, le rapport avec l'Algérie l'aide notamment à prendre des points face à Laurent Wauquiez. Et autre point aussi, c'est que lui, c'est ce qu'il réclame depuis le début. Et il considère depuis le début, notamment en suivant les conseils de l'ancien ambassadeur de France à Alger, je crois que c'est Xavier Driancourt, qu'en fait, il faut avoir un rapport de force dur contre Alger, notamment en rognant 3 choses. La première, c'est la question des laissez-passer consulaires et des facilités accordées aux diplomates. Et justement, là, on a accordé une facilité diplomatique. Donc justement, ça s'est retourné contre nous. La question du regroupement familial et la question des droits accordés aux élites algériennes. Et donc, je pense qu'il va essayer de remettre le sujet sur la table en disant « Regardez, on a été sympa, ça s'est retourné contre nous ». L'autre acte houleuse entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, auquel les dirigeants de la Maison-Blanche, donc le président Trump et le vice-président Vance, en fait, avaient sous-entendu que c'était plutôt Zelensky qui voulait continuer le combat au mépris des offres de Vladimir Poutine d'avoir un cessez-le-feu. L'objectif, c'est de inverser cette accusation et de montrer que c'est non pas l'Ukraine qui veut continuer le combat parce qu'il cherche juste à se défendre, mais c'est que Poutine a des objectifs qui sont bien plus étendus que ce qu'il déclare, notamment dans les réunions à Riyad entre la Maison-Blanche, entre les États-Unis et la Russie. En fait, Poutine dit à peu près on veut récupérer les territoires et on veut que l'Ukraine soit neutralisée, c'est-à-dire qu'ils n'aient plus aucun rôle militaire. Mais peut-être que depuis le début, et notamment on se souvient notamment des conditions de l'opération spéciale, peut-être qu'il veut aller plus loin, notamment qu'il va demander le départ de Zelensky, ou en tout cas un changement de régime, et non pas uniquement que l'Ukraine soit neutre politiquement, mais complètement sous emprise de la Russie. C'est peut-être ça qu'il vise, parce que quel est l'objectif ? On voit qu'il essaie de pousser son avantage depuis le début de l'année, notamment en grappillant des territoires par-ci et par-là, au sud de la frontière ou pas loin de la frontière russe, et que plus il prend des territoires,
plus il y a de chances qu'ils ne les rendent jamais, surtout si c'est Trump qui négocie. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que je pense que Macron cherche à imposer notamment du fait que ce soit les dimanches des rameaux, notamment pour les questions religieuses au sein des États-Unis et au sein du fait que ce soit comme un électorat qui soit très religieux, de dire que regardez, non seulement c'est pas uniquement un chef d'État, mais c'est également un barbare et un dictateur pour en fait troubler l'électorat de Trump. Parce qu'il y a un autre point qui était important aussi lors de cette altercation, c'est qu'une grande partie des Américains étaient d'accord avec Trump contre Zelensky. Donc aussi l'objectif de Macron, c'est de tourner l'opinion publique américaine et peut-être obliger les démocrates à avoir une position plus dure contre Trump et même les indépendants pour qu'ils obligent Trump à changer d'avis, comme ce qui s'est passé avec la guerre commerciale. Mais face à ces va-et-vient de Donald Trump. Oui, en fait, il y a plusieurs sujets. Nous, on a suivi non seulement la campagne présidentielle américaine, mais en plus, on a sorti un rapport sur la guerre commerciale. Et en fait, on avait étudié la stratégie, comment la Chine avait répondu à la première guerre commerciale en 2018. Il y avait plusieurs éléments. La première, c'est qu'en fait, la Chine a été plus maligne que nous. C'est qu'en fait, plutôt que de cibler des grands ensembles, ils ont ciblé les points stratégiques que consommaient les électeurs de Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé le pétrole, parce qu'il y a beaucoup de pétroliers qui votent pour Donald Trump, notamment au Texas. Ils ont ciblé les farmers, parce qu'en fait, dans le Midwest, en fait, il y a beaucoup de gens qui votent pour Donald Trump. Et enfin, ils ont ciblé en fait quelques produits spécifiques pour faire augmenter le coût d'achat, ce qui avait conduit Donald Trump à perdre les élections de mi-mandat en 2018, tout à fait. Donc ils avaient augmenté leurs droits de douane. En fait, ils avaient augmenté pour faire monter artificiellement les prix. Cette fois-ci, ils ont adopté une nouvelle stratégie de réponse qui est celle de provoquer des chaos sur l'économie américaine pour déstabiliser complètement l'économie américaine. Patrick Martin a parlé de notamment Apple, qui doit, en fait, doit sa production à la Chine. Et surtout, ils ont adopté une autre type de réponse, c'est que Donald Trump espère que les taux directeurs de la Banque centrale, notamment de la Réserve fédérale américaine, baissent pour pouvoir doper son économie. Qu'est-ce qu'a fait la Chine ? Comme ils sont deuxièmes détenteurs mondiaux des réserves obligataires américaines, ils ont mis toutes leurs réserves obligataires sur le marché, ce qui a fait monter artificiellement les taux. Ils détiennent de la dette américaine. Ils détiennent de la dette américaine, tout à fait. Et ça a une conséquence directe pour les électeurs américains, notamment les électeurs de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les électeurs de Donald Trump vivent beaucoup par dette et par consommation. C'est-à-dire que pour consommer, en fait, aussi aux États-Unis, il faut comprendre qu'ils ont une carte de crédit auquel vous pouvez maxer vos dépenses d'achat, même si vous n'avez pas l'argent nécessaire. Et donc, ces taux d'endettement correspondent au taux directeur de la Banque centrale. Donc, si vous vendez de la dette américaine, la Fed est obligée d'augmenter les taux. Et l'augmentation des taux a un impact qui est plus important sur l'achat de votre voiture, l'achat de votre maison et l'achat de différents biens de consommation. Et cette réaction-là a fait obliger Donald Trump à revenir en arrière. Et je pense qu'il y a un dernier point qui a joué, c'est que hier ou avant-hier, le président chinois Xi Jinping était en rencontre avec Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Et je pense que Donald Trump craint un rapprochement entre l'Union européenne et la Chine qui isolerait complètement les États-Unis pour éviter de créer un continent eurasiatique qui soit allié contre les Américains. Alors, au-delà de ces rétropédalages et de l'aspect finalement économique, c'est quand même un coup à la diplomatie internationale ce qu'il a fait. En fait, la difficulté qu'a Donald Trump, non seulement pour la diplomatie, c'est qu'il cause des incertitudes sur le monde. En fait, qu'il mène une guerre commerciale, à la rigueur, c'est sa politique, il a été élu pour. Le problème, c'est qu'entre-temps, il a changé 3 fois de stratégie. Au départ, il annonce des droits de douane qui sont beaucoup plus importants. Finalement, les droits de douane qui sont annoncés sont quand même mitigés parce qu'en fait, il taxe des endroits où parfois il y a des pingouins ou parfois il n'y a pas d'habitants. Autre point, c'est que si vous voulez mener une stratégie, c'est qu'il faut être un minimum cohérent. Quel est son objectif de guerre et qu'est-ce qu'il veut concrètement ? Aujourd'hui, il y a des incertitudes. Est-ce qu'il veut uniquement rééquilibrer les relations commerciales à l'égard de la Chine, ce qui peut être tout à fait entendable pour les électeurs américains, ou est-ce qu'il veut punir la Chine dans la conquête et la rivalité qu'ils ont pour devenir la première puissance mondiale ? Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est que vous annoncez des droits de douane le lundi. Si c'est pour les annuler le mercredi ou finalement les remettre dans 90 jours, en fait, vous déstabilisez vos propres entreprises avec une question simple. Vous êtes Steve Jobs ou même vous êtes un Américain moyen. Vous voulez acheter une maison. Comment vous faire si vous l'achetez maintenant, notamment avec des prêts à taux variables, si les prêts doublent en termes de taux d'intérêt d'ici 90 jours? Vous attendez, vous ne le faites pas. En fait, vous attendez, vous ne le faites pas. Donc, en fait, vous minez les investissements américains, vous minez la consommation américaine. C'est ce qui lui pend au nez. Est-ce que finalement, il a aussi cédé face à... Ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, il y a beaucoup d'angles d'attaque contre Donald Trump et les démocrates sont complètement disparus. Barack Obama n'intervient pas, Kamala Harris n'intervient pas et Joe Biden non plus, parce qu'ils sont quasiment soit en pré-retraite, soit ils n'ont plus de capital politique. Donc c'est Bernie Sanders avec sa ligne politique anti-oligarchie, anti-capitalisme, auquel il y a des accusations de Donald Trump de délit initié, notamment sur le marché boursier, qui mène l'assaut parce qu'il est cohérent idéologiquement et parce qu'il profite du vide laissé par les autres dirigeants démocrates. Alexandria Ocasio-Cortez, ça peut être la nouvelle figure